Je dédie cette série de 4 exposés, si vous me passez l'expression, à ceux que j'appellerais les fils de la lumière et les filles de la lumière. À ceux, autrement dit, qui estiment que si nous avons un œil, et on sait l'importance, ou du moins devrait-on savoir l'importance de cet œil, à ceux qui estiment que si on a un œil, c'est pour l'ouvrir et non pas pour le fermer, d'une part, et qui estiment d'autre part, avec comme corollaire en quelque sorte de la question, que si on a reçu un cerveau, c'est pour résoudre des problèmes bien plus que pour en créer. Il s'agit de fournir un effort pour que les choses soient ce qu'elles sont dans les fibres, on peut dire, de l'univers, dans le donné universel plutôt que ce qu'elles sont devenues entre les mains impures d'aveugles. Eh bien, voyez-vous, première question que nous nous posons, elle est celle-ci: qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Elle est définie, la franc-maçonnerie, par les uns comme un enseignement, par les autres comme une aspiration, un humanisme, et par d'autres enfin comme une association d'hommes, et c'est la définition à laquelle je me range, une association d'hommes, écoutez cela, c'est curieux, qui se réunissent pour étudier la morale ensemble, en illustrant cette morale à l'étude par des symboles et des allégories. C'est la définition qui me convient le mieux. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie n'est pas un franc-maçonnisme, ce n'est pas un enseignement à recevoir et puis c'est terminé quand on a reçu son catéchisme ou bien quand on croit à son credo. Non, non, c'est tout autre chose que cela. Justement, elle a ceci de spécifique, la franc-maçonnerie, qu'elle ne permet pas de transmettre à quelqu'un un enseignement, un catéchisme. C'est à ce quelqu'un de venir à elle pour, par le moyen des symboles qui sont justement empruntés à l'univers, à la nature, par l'intermédiaire de ces symboles, parviendront à trouver eux-mêmes leur réponse. Si bien que je compléterai la définition qui me plaisait, que je vous ai donnée tout à l'heure, en disant qu'au fond, la franc-maçonnerie, elle est une association d'hommes qui étudient ensemble la morale, l'illustrant par des symboles et des allégories, attention, afin de rendre à l'individu son autonomie la plus entière, son autonomie première. Car l'enfant naît autonome. Et c'est nous qui, en le prenant en charge, le considérons comme, au fond, un petit chien qu'il ne faut pas laisser courir trop loin, parce qu'il pourrait y avoir des accidents, aussi bien physiques que psychiques, et puis qu'il faut qu'il reste un bon petit garçon, une bonne petite fille, qui ne bouge pas, dans laquelle rien ne se passe, des morts. Eh bien, la franc-maçonnerie parle de mort. Et vous aurez sans doute vu certains de ces symboles où l'on voit des ossements, un crâne, et cela, évidemment, hérisse le poil des gens qui n'ont pas compris de quoi il s'agissait. La franc-maçonnerie vous dit ceci, je l'emprunte à l'une de ces sociétés locales, une loge dans laquelle on travaille, on réfléchit ensemble, on étudie la morale ensemble. Elle vous dit ceci: il te faut tuer celui qui te tuait. Il est là. Le moi, l'ego, la passion aveugle. Cette expression est intéressante. Il te faut tuer celui qui te tuait. Cela revient à dire que non seulement la passion aveugle, mais que cet aveuglement signifie ta mort psychique. Il faut ajouter qu'un certain nombre d'adeptes de la franc-maçonnerie, au fond, sont arrivés là-dedans un peu en amateur. On ne leur a pas peut-être fait bien comprendre l'effort qui leur était demandé. Et alors, ils pensent qu'il s'agit de la mort physique, n'est-ce pas? Pense à la mort, voilà un refrain qu'on entend à un certain degré, il y a 3 degrés. Eh bien, beaucoup croient que c'est la mort physique, qu'il faut savoir mourir en héros, n'est-ce pas, sans avoir une larme à l'œil, etc. Rien de tout ça. C'est la mort psychique, l'ego, la passion aveugle, c'est-à-dire elle te tue. Et cet ego est justement
on peut dire le prince, la puissance qui organise la société. Alors c'est grave. C'est grave parce que ça signifie que les adeptes de la société sont, par définition, sous la coupe de l'ego, c'est-à-dire de la passion qui aveugle. Les francs-maçons déclarent que la lumière nous parvient par l'intermédiaire de l'intelligence et de toutes ces activités sous-jacentes, d'information, d'irruption de l'idée, etc. La lumière nous parvient, autrement dit la vie de l'esprit, n'a lieu que de manière inverse à la passion. C'est-à-dire, pour que l'esprit soit plein et entier, il faut que la passion disparaisse. Celui qui nous tuait doit disparaître pour que celui-ci grandisse, n'est-ce pas? C'est donc tout simple. Il faut mettre à mort celui qui te tuait, qui fermait ton œil auparavant. Voilà ce qu'on peut dire de la franc-maçonnerie. Vous savez sans doute qu'elle a pour symbole 3 grandes lumières, c'est-à-dire 3 guides. Une lumière est un guide. À plus forte raison, quand il y en a 3, ce sont des guides qui se succèdent. Eh bien, voici le symbole tel que vous le trouvez la plupart du temps. Vous avez tout d'abord la loi sacrée. Il y a toute une controverse à ce sujet. Disons peut-être que j'aurai l'occasion tout à l'heure d'y revenir. La loi sacrée, l'équerre est mise par-dessus pour qu'on voit qu'elle vient après. Et finalement, le compas qui coiffe tout cela. En fait, et là il convient de rectifier non seulement en général, mais pour tous les maçons, quelle que soit leur conception de la franc-maçonnerie, en fait, c'est une erreur fondamentale que de placer là la loi sacrée sous la forme d'un livre. La loi sacrée n'est pas un livre. Ce sont 10 commandements qui ont été donnés aux hommes par un nommé Moïse et qui sont universellement valables. Il n'y a absolument aucune considération spécifiquement nationaliste, nationale ou grégale, enfin tribale, rien, c'est valable pour tous les hommes. Ici, non pas 5 commandements et 5, vous avez bien vu, 3 et 7. Et ce sont les Esséniens, pour moi, les pères de la franc-maçonnerie et du christianisme, du vrai christianisme, qui n'est pas celui de Paul. Les Esséniens réagissaient, ces juifs dissidents des bords de la mer Morte, contre leurs compatriotes de Jérusalem, qui répartissaient de 5 et 5 pour faire 10, sans du tout faire la différence entre les commandements qui nous rattachent aux toutes. Vous avez là un certain fils, la franc-maçonnerie ajoute, du grand architecte de l'univers, parce que pour eux, l'univers est devenu expressif. L'univers parle, l'univers s'explique, il faut savoir écouter avec les yeux. Eh bien, ces 3 premiers commandements, donnés par Moïse, donc, nous rattachent à l'univers, alors que les 7 autres nous rattachent à nous-mêmes et au groupe, à autrui. C'est donc tout différent. Et alors, chose merveilleuse, on peut le dire, puisque notre époque, disons, jaillit d'éclosion sur tous les plans, chose merveilleuse, cela correspond absolument, ces observations faites il y a plus de 2000 ans, correspondent exactement à ce qu'on découvre aujourd'hui sous la forme des 2 hémisphères du cerveau. Il y a l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère du langage, du calcul, donc la relation avec autrui et avec nous-mêmes, et puis l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère du traitement des informations non verbales, des informations non parlées verbalement par des mots. On peut dire la nature est expressive, mais son langage est muet. Il est inaudible, si vous voulez. Il faut donc écouter avec les yeux. Eh bien, vous retrouvez exactement ces 2 aspirations dans ces 2 éléments de notre personne. Je vous signale en passant qu'un tiers, qui n'est pas maçon, nommé Nietzsche, avait redécouvert tout cela et il qualifie l'hémisphère gauche de celui de l'analyse, comme nos spécialistes. Il le représente par un serpent qui va partout, mais sur le sol, sur le plan,
tandis que l'autre partie de sa personne, et ça correspond à l'hémisphère droit tel qu'on l'a découvert récemment, l'autre partie de la personne est un aigle qui survole. C'est précisément ce que les spécialistes disent. L'hémisphère droit est celui du traitement des informations non verbales et de l'espace. Il a une conception, une vision globale, alors qu'ici vous avez une vision bidimensionnelle en plan. Ici vous avez l'élément espace qui survient. Quelqu'un qui est privé de son hémisphère droit n'arrive plus à se retrouver dans sa propre maison, parce que c'est à 3 dimensions et il est totalement dépourvu de moyens pour y pénétrer. Alors, vous voyez, les 3 grandes lumières maçonniques, en fait, doivent être amendées sur ce point important. Ce sont des chrétiens qui ont introduit le livre. C'est disons, une malversation épouvantable du point de vue de ses conséquences. En fait, les 3 grandes lumières sont la loi sacrée, avec le double rattachement au tout et à autrui, à moi-même, à autrui, c'est-à-dire finalement au groupe, et naturellement les 2 autres ne changent pas. Vous avez ici un angle de 90 degrés et ici un angle de 70 degrés ou 70 degrés. Voilà ce qu'on peut dire au sujet donc des 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. Deuxième question, puisque maintenant nous voyons ce qu'elle est, grosso modo naturellement. Deuxième question, qui et comment recrute-t-elle? Puisqu'elle a pour but la lumière, l'obtention de la lumière. J'aurais pu vous représenter la chose de cette façon aussi. Puisqu'elle a pour but l'ouverture de l'œil. C'est un symbole que vous retrouvez aussi continuellement, même sur les bâtiments occupés par les loges maçonniques. L'œil au centre d'un triangle, il faut arriver à l'œil. Comment faire pour arriver à l'ouverture de l'œil, c'est-à-dire au dégagement total de l'œil à l'égard de l'ego? Comment faire pour que la porte de l'élément majeur de notre personne s'ouvre et que nous puissions vivre dans le Fils? C'est l'expression finale de la maçonnerie, Makbenat en hébreu. Il vit dans le Fils. Vous voyez, au fond, les données montrent que ces aspirations sont extrêmement fondées en raison de tout ce que nous avons découvert tout récemment. Il faut rendre un hommage vibrant aux anciens qui avaient, par réflexion, par analyse, découvert tout cela. Alors maintenant, la question est qui et comment recrute-t-elle? Elle n'ira pas sur la place publique dire avec un porte-voix « Allons, venez chez nous, hein, vous serez sauvés en adhérant à notre secte. Ça va vous coûter, évidemment, c'est pour Dieu, ça va vous coûter une certaine somme d'argent, mais vous le donnerez avec joie. » Rien de tout ça. La place publique n'est pas pour elle. Parce que la place publique et les croyants sont assujettis à la préoccupation du moi, de leur salut. C'est une préoccupation majeure de soi. Tandis qu'il s'agit de, justement, se surmonter soi-même pour parvenir à saisir le langage des faits, voyez, l'univers qui parle. Alors, elle laisse venir à elle, c'est difficile, c'est un problème, elle laisse venir à elle en se faisant connaître, si vous voulez, du point de vue de son existence, et puis en laissant entendre qu'il y a quelque chose là-bas, peut-être, qui pourrait m'intéresser, qui pourrait répondre à mes aspirations, puisqu'il y a quelque chose d'autre là-bas qui n'est pas sur la place publique. Et alors, c'est quand un homme est en âge ou en état de crise, ça ne va plus. Il a besoin d'autre chose qu'il va, comme on dit, frapper à la porte. Et qui dit, écoutez, il me semble que j'asphyxie. Les solutions qui m'ont été données ne répondent pas. L'existence me paraît aussi absurde qu'inutile, ou inutile qu'absurde. Alors, je vais voir si vous avez des raisons de vivre. Et alors, évidemment, vous avez déjà ça sous les yeux maintenant. On lui donne immédiatement des raisons de vivre. Peut-être pourrait-on les donner de manière plus tangible, plus immédiate qu'au fond de le laisser un petit peu trop longtemps dans la pénombre, dans le mystère, n'est-ce pas? Mais là-bas, tout mystère s'éclaircit. C'est simplement une question de temps, de degré de maturité.
On peut encore répondre à la question « Qu'est-ce que la franc-maçonnerie » en disant ceci. Ça, c'est joli d'ailleurs. Hein. Vous voyez, la franc-maçonnerie, c'est un mot un peu long. Alors, quand on écrit à son sujet, on aime mettre FM. Moi, je m'appelle Charles, on m'appelait encore Henri comme gosse. Alors, c'est embêtant. Alors, je mettais C.H. Maintenant, j'ai raccourci, je m'appelle Charles tout court. Eh bien, la franc-maçonnerie ne fait pas ça pour laisser entendre qu'elle a coupé le mot. Elle fait cela, vous voyez. Cela, le public s'en rend compte, il ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, on pourrait le dire au public. Quand un franc-maçon s'adresse à un franc-maçon, on le sait tout de suite, il écrit ainsi. Pourquoi? Parce que lui, après le mot franc, il y a le triangle de l'œil, les 3 étapes de pénétration dans l'œil, ici. Après maçonnerie, il y a également le rappel des 3 points. C'est pas pour rien qu'on les appelle les 3 coins, c'est les 3 angles, si vous voulez, les 3 virages, si vous voulez, pour arriver là où il faut, c'est-à-dire entrer dans l'œil, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est beau parce que chaque fois, au fond, celui qui a compris cela est rappelé à sa destinée. Comme des trappistes se croisant le matin, se disent non pas bonjour, mais souviens-toi que tu dois mourir, ils se rappellent leur destinée. Eh bien, eux se rappellent l'ascension qui est la leur, le développement qui est le leur, le lieu où ils vivent qui est là, et non plus la société, le groupe, l'extériorité des choses, est soumis à l'opinion des autres. Il n'est plus question d'un enseignement reçu, transmis, il est question de découverte faite par soi-même, redevenu vivant, c'est important. Elle recrute en se faisant connaître, mais sans se donner en pâture. Elle recrute, attention, des hommes ou des femmes, il y a une maçonnerie féminine, qui sont libres et de bonnes mœurs. Libres, évidemment, par rapport à leur personne intérieure. Ils ne sont pas des agents, n'est-ce pas, des espions d'une puissance politique ou autre. Ils sont libres, mais en plus, ils sont de bonnes mœurs. Ils ne causent pas de problème dans la société. Celui qui cause des problèmes là-dedans, et puis qui se trouve en but aux réactions de la société, celui-là est incapable de chercher la vérité. Il doit se débattre dans de faux problèmes. Il est un homme stérilisé pour tout son cheminement authentique. Il doit être libre et de bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que quand il va entrer, il va étudier la morale vraie. C'est une autre morale puisqu'il l'a acquise. Il va étudier l'éthique, la morale, l'éthique de la connaissance, l'étude des conditions à remplir pour pouvoir ouvrir l'œil et le bon, vous voyez. L'éthique de la connaissance. Autrement dit, là vous trouvez un élément qui vaut la peine de garder. La franc-maçonnerie enseigne, depuis toujours, ce que tous les hommes d'avant-garde d'aujourd'hui réclament et déplorent comme n'ayant pas été enseignés. Je pense très particulièrement à Jacques Monod, le biologiste, biologie moléculaire, prix Nobel, qui a écrit Le hasard et la nécessité. Eh bien, il termine son ouvrage en disant que puisque le royaume transcendant qui est au-delà de nous, des idées, le royaume transcendant des idées, il est là, il est en nous, tout en étant au-delà de nous. Puisque le royaume transcendant des idées est accessible et que l'homme pourrait y vivre et être enfin heureux, ce sont ces termes, eh bien, il faut que soient créées les institutions qui permettront à chacun d'accéder à ce royaume sous la forme de l'enseignement de, je précise les termes, de l'attitude, une attitude qui permet à la connaissance d'avoir lieu. Est-ce clair ou non? Une attitude qui permet à la connaissance d'avoir lieu, c'est ça. C'est la morale que la franc-maçonnerie enseigne. C'est pourquoi il a 3 étapes. Si vous permettez, je vais le signaler là. La première, qui représente l'entrée dans le cheminement nouveau, avec les tables de la loi. En fait, ces tables de la loi prendront cette forme pour bien marquer que si celle-ci monte vers l'univers expressif, celle-ci livrée à elle-même, privée de celle-ci, de vrai moi,
nous égare totalement, nous maintenant à l'horizontale ici. Alors c'est le premier pas, il avance ainsi, il monte, mais il est gêné par ce problème-là, de son rattachement à lui-même et aux autres. Lorsque ce pas a été fait, deuxième grande lumière, c'est l'équerre placé ainsi, parce que désormais, il va attirer par le moyen de l'hémisphère droit, dirait-on aujourd'hui, il va attirer l'autre partie de sa personne de manière à ce qu'il puisse avancer en montant tous les deux. Et lorsque cela a été fait, alors il est question d'entrer là-dedans, autrement dit, une branche doit épouser l'autre et vous avez l'angle qui se referme par rapport à cet angle-là. Je verrai dans un exposé ultérieur comment expliquer cela. Elle recrute des hommes avides de vérité, raison pour laquelle je me suis permis d'introduire cet exposé, cette série d'exposés, en disant que je les dédiais aux fils et aux filles de la lumière. Un petit problème que le profane, ils appellent profane ceux qui en sont là. Ils ont profané le sacré puisqu'ils ont fermé la communication qui les liait au sacré, vous voyez. Et dans la mesure où le sacré leur donne des indications, des fleurs en quelque sorte sauteraient la barrière, les fleurs, le jardin étant là, eh bien ils profanent ceux qu'ils en reçoivent. Ils l'utilisent dans leur intérêt au lieu d'utiliser l'idée qui vient, la vérité qui se fait jour, pour voir plus clair. Ils l'utilisent pour s'enrichir, pour jouer un rôle dans la société. Bref, ce sont des profanes, au plein sens du terme, qui ont souillé le sacré. Alors ici, vous avez la notion maintenant de grand architecte de l'univers, lequel justement donne toute information à ceux qui sont assez purs pour voir avec les yeux, pour entendre avec les yeux, pour saisir le langage inaudible des faits. Voilà la puissance des puissances, le grand architecte de l'univers. Or, il faut ajouter tout de suite, contrairement justement à ce que certains maçons pensent, à la suite de cette malversation, que ce grand architecte de l'univers, vous l'avez vu d'ailleurs, n'a rien à faire avec le Dieu des croyants. Strictement rien. Alors on ne va pas se battre là-dessus, se demander est-ce que tu crois au grand architecte? Certains maçons utilisent ce langage totalement révolu. Il n'est pas question de croire au grand architecte de l'univers. Il est question de laisser l'univers architecturé nous parler, nous instruire pour nous permettre de construire. Et c'est la raison pour laquelle il s'intitule maçon. Et des maçons libres, francs, de toute obligation extérieure à l'entreprise, vous voyez. Je pense que c'est très beau, c'est plein de richesse tout cela. Autre question, on entend dire que, même des maçons parlent ce langage, que la société doit être instruite parce qu'elle doit devenir, il faut se consacrer à elle. C'est au fond les maçons humanistes, mais enfin ils le sont tous des humanistes, mais qui se disent humanistes, ils en restent souvent là, que la société doit être meilleure et plus éclairée. Eh bien, vous voyez, ça c'est un langage de profane, parce que ce langage montre qu'ils n'ont pas compris grand-chose. C'est lorsqu'elle aura été l'inverse, plus éclairée, qu'elle deviendra meilleure. Voilà le renversement typique de la franc-maçonnerie. C'est lorsque l'œil de chacun se sera ouvert qu'automatiquement, il sera un homme bon. Il ne peut pas être autre chose, s'il ouvre l'œil et le bon, que d'être un homme bon. Ce n'est pas possible, vous voyez. L'inversion des choses. C'est important, cette rectification, parce que, en fait, ils avaient mal placé la locomotive, ou bien ils avaient mis, si vous voulez, la charrue avant les bœufs. C'est l'éclairement qui tire le train, et non pas d'abord être meilleur, la morale, du bon, etc., et puis qui tire le wagon. Mais dans ce sens-là, ça ne va pas du tout au but, vous voyez, pas du tout. Donc ici, rectification importante, les adeptes de la lumière ne parlent pas ce langage. La société doit être plus éclairée, et elle deviendra automatiquement, spontanément meilleure. Tous les moralistes de la société
seront à ce moment-là les bras croisés. Ils n'auront plus rien à dire et par là, plus rien à faire. Il suffit d'ouvrir l'œil, puisque l'œil en question, qui était fermé par la passion qui l'aveuglait, lorsqu'il s'ouvre, dépassionne. C'est une sorte de salut, si vous voulez, mais qui coule de source, qui va de soi. Autre point que nous pourrions aborder, c'est celui-là. Que fait-on dans la franc-maçonnerie? Eh bien, on y fait ce qu'on vient de voir. On y travaille sous la forme du travail de l'œil, de l'ouverture de l'œil, de la réflexion, sur la base de tout ce qui s'observe. Quant à la promotion de l'homme, c'est pourquoi c'est un humanisme, vers sa destinée pleine et entière, autonome à l'égard aussi bien de l'univers que de la société. Il est un élément devenu créateur et par là même totalement indépendant, libre dans l'univers. C'est pourquoi vous ne parlez pas simplement de l'homme libre et de bonne mœurs, vous retrouvez le mot libre dans le mot même de franc-maçonnerie. Le franc-maçon est un maçon libre, mais il travaille à la lecture des plans de l'univers structuré. Et c'est pourquoi il y a un terme de, disons, une allusion à un personnage, c'est un symbole, grand architecte, parce que l'univers architecturé, effectivement, se donne à nous, se révèle à nous. C'est un esprit au même titre que l'élément qui saisit ce langage est l'esprit en nous, n'est-ce pas? Alors au fond, c'est un symbole, tout en étant beaucoup plus qu'un symbole, puisque c'est une réalité pleine et entière, reconnue par les spécialistes du cerveau aujourd'hui. Alors, qui fait-on? Pourquoi des symboles? Eh bien oui, on réfléchit, mais on réfléchit non pas en se grattant, en se disant il faut que ça aille vite. Non, on prend son temps. C'est une sorte de culte, mais de culte rendu à la lumière qui vient. Nous sommes à disposition de l'idée qui va passer à nous. Ceci a disparu, nous nous sommes déprofanés, nous prenons place ici. C'est le chercher et vous trouver. On s'est déprofané, le rouge, le jaune a disparu, nous ne sommes plus tributaires du moi, on cherche plus loin. Ici, le vous cherchez, vous trouvez, le demander, on vous donne, et enfin le frapper et on vous ouvre. Et alors, il y a union totale, il vit dans le Fils et le Fils vit en lui, etc. Il n'y a plus de distinction entre l'inconscient jaillissant et le conscient. La distance qui séparait ces deux réalités de la personne n'est plus. Donc, elles font une. Autrement dit, vous ne travaillez plus, et c'est grand, vous ne travaillez plus quand vous êtes entré là, parce qu'il n'y a plus de questions. Les réponses surgissent avant que vous vous posiez des questions. Picasso créait tellement les dernières années de sa vie qu'on lui a posé une fois la question, mais comment faites-vous pour peindre autant de tableaux, tous différents et pourtant se ressemblant, mais tous différents quand même, en une journée? Et il a répondu ceci de merveilleux, il a dit, que voulez-vous, je ne cherche plus, je trouve. Eh bien, le franc-maçon ne cherche plus, il trouve. C'est jaillissant. Nietzsche a dit exactement la même chose, n'est-ce pas? Celui qui est arrivé au sommet de la montagne, eh bien, celui-là, à la lumière tout autour de lui, il n'a plus à écarter d'obstacles pour la trouver. Elle vient de soi, sous la forme d'éclairs, n'est-ce pas? Et alors, la franc-maçonnerie parle ici, ou pour celui-ci, si vous voulez, du chiffre 7, c'est le repos. Il a travaillé pendant 6 jours, 6 années, comme vous voulez. Et alors, il est entré dans le 7e, il a 7 ans et plus. Il est entré dans le repos. Attention, le repos éternel. C'est la conception même de la franc-maçonnerie quant à l'au-delà de l'homme. Il est dans l'homme dès maintenant et il le sera toujours. C'est pourquoi ils ne sont pas des croyants en la vie éternelle. Ils voient qu'il y a en eux infiniment plus qu'eux-mêmes, que les sources de l'univers, qui sont donc incréées, puisque c'est elles qui sont à l'origine de toute chose, sont en lui, donc il laisse venir les événements sans vouloir se représenter s'il sera dans un fauteuil ou sur un tabouret. D'ailleurs, toutes ces représentations n'ont plus cours chez lui. Alors pourquoi des symboles? Eh bien, voyez, j'en ai là, vous en avez là sous forme des 3 étapes, des 3 grandes lumières, n'est-ce pas? Eh bien, j'en ai là au sujet du parterre, de la salle. Il y a une salle dans laquelle ils se réunissent qui leur rappelle ce qu'ils appellent le temple. Le temple, il est là. Ça, c'est le lieu très saint. Et alors, l'univers parle. Le temple
qu'ils sont en train de construire intérieurement pour recevoir de l'univers la lumière. Alors vous avez le départ qui est représenté ainsi, le sol est ainsi, il n'a pas d'autre possibilité pour éviter le noir que de monter comme ça, mais il doit tout le temps traîner le pied qui va dans le noir. Ensuite, oui, c'est des symboles qui sont extrêmement parlants. Dans le temple, au milieu du temple, vous avez ce pavé, comme on l'appelle, mosaïque, parce que c'est la loi de Moïse, attention, et non pas du tout une mosaïque romaine. Les côtés ont 30 cm, alors que ce qui relève de la mosaïque romaine a, dit le dictionnaire, 10 cm au plus de côté. Ici, il y a de quoi mettre un pas chaque fois, parce que vous avez là, justement, le passage du blanc au blanc jusqu'au sommet, le sommet qui est le tout blanc, n'est-ce pas, qui ne pose plus aucun problème. Ils ont là aussi une expression, mais qui remonte à, on peut dire, non pas la nuit des temps, mais tout de même extrêmement haut dans l'histoire. Ils bénéficient, disent-ils ici, d'une lumière sans ombre. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus d'objet pour l'arrêter. Tout est translucide, tout est transparent. La connaissance est totale, le jaillissement, la vie est entière. Autre question, pourquoi une initiation? Pourquoi un temple et 3 grades? Vous avez vu déjà. Pourquoi, n'est-ce pas? On ne va pas approfondir, ce sera l'objet de nos prochains exposés. Mais pourquoi une initiation? Mais parce qu'il lui faut recommencer. Initium veut dire le commencement. Il lui faut recommencer son existence parce qu'il était auparavant un mort. Et voilà, vous avez des emblèmes à faire dresser le poil sur la tête des gens qui ont peur. Eh bien voilà, celui qui te tuait, c'est l'ego. Il avait fait de toi cela. Eh bien maintenant, il t'habite, cet ego, et tu dois te poignarder, tu dois t'arracher le cœur. Nous le verrons tout à l'heure. Vous avez cette représentation dans une église du Haut-Valais, et c'est absolument étonnant. Il doit revenir à zéro et repartir comme le petit enfant. Ils ne disent pas, ce n'est pas leur langage. Comme le petit enfant, il revient au monde parce que maintenant il part dans une toute autre direction qui est donnée par cela. Et alors 3 grades, bon, parce qu'un tel cheminement, vous pensez bien, n'est pas intellectuel, il est intellectuel et spirituel, il est total, parce que vous n'avancez pas au vu de croyances. Une idée n'est vraie pour vous que quand les faits ont montré, ont attesté qu'elle est vraie. Et ça ne se fait pas en quelques heures, ni même en quelques années. Alors l'apprenti qui est ici doit être un minimum d'1 année avant de pouvoir, en fournissant un travail, passer compagnon, et celui-ci également 1 année avant de pouvoir passer maître. En fait, on lui donne un âge à partir de 0, justement, il a 3 ans, il est né de nouveau. Quand il peut passer de ce côté-là, devenir compagnon, et quand il aura terminé son stage de compagnon, il aura 5 ans, il arrivera à 6 ans et il entrera dans le repos, dans la lumière sans ombre, il aura 7 ans et plus, dans le repos donc définitif. Le but de la franc-maçonnerie, vite 2 mots, on entend dire que c'est la fraternité. Eh bien non, ce n'est pas la fraternité. Le but de la franc-maçonnerie, nous l'avons dit, une association d'hommes qui se réunit pour étudier la morale, l'illustrant par des symboles et des allégories, afin de promouvoir l'autonomie la plus entière de l'individu. Le but de la franc-maçonnerie, c'est l'autonomie la plus entière de l'individu, c'est l'œil qui s'ouvre. Alors quand vous avez 2 yeux, 2 individus dont les yeux sont ouverts, alors là vous pouvez parler de frères, parce qu'ils sont revenus au monde. Ils sont sur un tout autre plan que le plan profane du groupe, ici même, où on se tape sur l'épaule, on va au café du commerce et puis on se dit oh, tout de même, hein, n'oublions pas que tous les hommes sont frères. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que pour devenir homme, il faut s'hominiser, il faut justement dépasser l'animal à la fois pourceau, qui absorbe ses membres, qui en fait un troupeau de croyants précisément, ou bien alors l'animal chien qui vous oblige à rester sur vos intérêts élémentaires d'animal. C'est tout autre chose, on dépasse. Et au moment, on peut dire au moment où l'individu
passe compagnon, il naît d'esprit. Le terme le dit, compagnon du maître. Il est déjà maintenant au niveau qui va lui permettre de grandir jusqu'à la maîtrise. Alors, il est passé compagnon, on pourrait dire né d'esprit, il n'emploie pas ces expressions. Il est né d'esprit, c'est-à-dire maintenant, il est sur un plan nouveau. Maintenant, il peut être frère des autres. Mais l'expression selon laquelle, quand il entre dans la franc-maçonnerie, il est frère de tous les hommes, potentiellement, mais à ce titre, tous les hommes sont potentiellement frères les uns des autres, pour autant qu'ils se réalisent, qu'ils s'hominisent en grandissant encore, comme le diraient des biologistes, en dépassant l'animal, puisque au fond la montée de la vie s'est faite de l'amibe, comme on disait autrefois du moins, jusqu'à l'animal, et de l'animal à l'homme. Maintenant, il faut devenir homme. Eh bien, pour la franc-maçonnerie, on ne devient homme qu'en entrant dans cette puissance qui nous habite. On est frère qu'ici, c'est-à-dire sur le total, le plan total d'esprit, puisqu'il y a maintenant eu épousailles, fusion, n'est-ce pas? Et ça, il faut le préciser. Ce n'est pas du tout la fraternité recherchée pour elle-même, elle est une conséquence du phénomène de la lumière qui nous rapproche les uns des autres. Et enfin, disons, je vais passer très rapidement. Ici, vous avez la dernière question que je voulais aborder, mais on a déjà vu ce qu'on pouvait en dire. Le grand architecte de l'univers, un nouveau Dieu. Rien de cela. Il est question d'une autorité suprême, oui. L'autorité de l'univers, l'autorité des faits fait plier tous les hommes. Elle a toujours le dernier mot. Eh bien, c'est reconnu et c'est proclamé comme tel. L'univers est l'autorité suprême. Et il n'est pas du tout un personnage auquel faire plaisir, à adorer, comme le font les croyants qui se projettent eux-mêmes sur la réalité, qui la prennent pour leur désir au lieu de mouler leur désir inversement sur la réalité, comme cherche à le faire la franc-maçonnerie. J'aimerais terminer en tout de même vous parlant du temple de Salomon. Le temple de Salomon, voyez-vous, était fait de 3 parties. Et puis on en parle beaucoup dans la maçonnerie. Pourquoi? Parce que ces 3 parties, vous le voyez, sont déjà représentées ici. Ici, vous avez le lieu, le parvis. Vous entrez, mais vous commencez l'initiation, vous commencez à entrer. Ici, vous avez la chambre du milieu, le lieu très saint, dans le temple le lieu saint du temple de Salomon. Et puis, le lieu très saint est ici, avec la possibilité de rejoindre l'univers qui parle, n'est-ce pas? D'où l'image du temple de Salomon, qui sera complétée, nous le verrons dans un prochain film, par l'image du premier temple hébreu, le temple appelé tabernacle. Alors il illustre le fait que vous êtes habité par la puissance, la lumière, comme l'œil est là-bas, et cet œil doit devenir votre maître, n'est-ce pas? Vous achevez, la tente était ainsi, carrée, un cube parfait surmonté d'un pyramidion, d'un toit à 4 pans. J'ai dit que nous allions, pour terminer, aborder la question de la représentation du phénomène dans certaines églises. Ici, vous avez l'assurance, de par ces références, que la franc-maçonnerie, au fond, s'inspire énormément du judaïsme ancien. C'est exact, mais il faut le dire, du judaïsme ancien, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, représenté par les Esséniens dans l'église de Saint-Théodule à Sion. Vous avez un vitrail représentant Moïse qui tient les tables de la loi, qui les présente, mais ainsi représentées, avec 3 commandements sur la première et 7 sur la seconde. C'est donc tout autre chose que le judaïsme officiel et le christianisme. Et les Esséniens, justement, tablent ces Juifs persécutés des bords de la mer Morte. On a retrouvé quantité de leurs documents dans des grottes. Ils avaient creusé ces grottes et caché les documents là-dedans pour échapper à la destruction, pour ces documents à la mort pour eux. Et alors, ils enseignent dans l'un de ces documents, le livre de la règle, que les Juifs doivent se convertir à la loi de Moïse ainsi conçue.
C'est exactement la réaction maçonnique, voyez. Donc on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie, au fond, c'est le judaïsme. Non, c'est la réaction, on peut dire mortelle. Ils ont dû s'expatrier en 130 avant notre ère. Ils ont été à Damas. Ils n'ont pu retourner que sous la protection des Romains en 63 par Pompée, avant notre ère toujours. Donc ce ne sont pas des juifs au sens courant du terme, ce sont des hommes qui justement sont sortis du carcan religieux pour redonner à la personne humaine toute sa dimension telle que l'univers non seulement le veut, mais le permet. Alors ne vous étonnez pas maintenant que je puis passer à des représentations tirées de certaines églises. Vous allez le voir d'ailleurs tout de suite, ces représentations, on peut le dire, alors ça éclate ici, hein, ces représentations n'ont rien à voir avec le christianisme officiel. Ce sont dans des églises baroques qui ont permis, je pense, en raison de la multiplicité des ornements, des symboles, qui ont permis à leurs constructeurs d'introduire le christianisme d'origine là-dedans, qui n'est pas du tout le christianisme des églises. Ce n'est plus du tout le salut par un homme qui meurt sur la croix. Non, ils l'ont assassiné, il n'est pas du tout mort pour nous. Il a tout fait pour échapper à la mort, et sa mort n'était autre que la mort de chacun de ses disciples, disait-il. Mais alors, c'était l'homme en question, un homme éclairé, un maître. Il a été rendu apprenti, baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il a reçu l'Esprit comme compagnon et il est devenu roi sur le plan de l'Esprit, précisément comme maître. Et vous l'avez représenté ici. Le geste tout d'abord de l'apprenti, si vous voulez, la purification, il tient un lys blanc. Je vois que ça n'est pas fameux. Je vais vous doubler cette photo de celle-ci, qui est tirée plus claire. Il tient dans sa main gauche, vous l'aviez ici représenté sous forme du triangle que je replace là. Le lys, symbole de la pureté. Ici, la main, vous voyez qu'elle a de l'ombre au-dessous, et si vous regardez bien, les doigts sont crochus, en forme de griffes. C'est le geste du compagnon, il s'arrache le cœur. Le cœur, l'ego, la source aveuglante, destructrice, meurtrière qu'il habite, il se l'arrache. Et grâce à cela, il parvient à la lumière. Voyez, il parvient au rayonnement, c'est-à-dire à l'œil. Premier triangle, et voici ses répercussions sur le plan, cette fois-ci psychique. Vous avez là un ange, regardez bien, ce n'est pas un ange, il n'a pas d'aile. Il est né d'eau, simplement, il est revenu au monde, c'est l'apprenti. Ici, il naît d'esprit, c'est-à-dire, il obtient ce qu'on a vu ici même, la possibilité de monter plus haut, de monter réellement. Pour monter, il faut être un être doué d'esprit. Ils l'ont représenté par un être doué d'ailes. Il a des ailes qui lui permettent de monter, il arrive à l'œil que nous avons ici au centre, parce que maintenant nous arrivons au niveau de l'œil, au niveau céleste qui nous habite, au niveau de l'hémisphère droit, si vous voulez, de l'inconscient créateur, et ici vous retrouvez les personnages en question, mais avec les épousailles là-haut. C'est grandiose ou non? Les épousailles sous forme précisément du Fils et de notre psychisme qui ne font plus qu'un désormais. Nous sommes devenus des fils de la lumière. Au-dessus, encore un triangle que vous voyez ici même. Encore un triangle représenté par la couronne royale formée, symbolisée par un anneau nuptial, avec des fleurs, deux cloches, des clochettes, la joie, la rose ouverte, l'épanouissement sous la lumière. Avec surmonté, attention, l'univers qui parle, qui s'exprime, et des cœurs qui en jaillissent pour remplacer celui qu'il s'est arraché, des cœurs lumière. Désormais, il aime en donnant la lumière, en promouvant le développement de la personne. Je vais en rester là.
si ce n'est en vous signalant que vous retrouvez ceci dans l'église de Harlesheim, Bâle-Campagne, avec un ange qui, comme Moïse dans l'église de Saint-Théodulation, qui montre, en tenant les commandements, qu'on peut aller plus haut, comme tous ces anges. Ici, c'est la bas-voie de la chair. Il montre l'œil rayonnant de lumière, royal, qui nous habite, et non pas du tout, qui représenterait Dieu, ce que croient les croyants. J'ai dit.